On va peut-être commencer par le début, ce qui est logique pour un historien. Je suis né dans une région de l'est de la Belgique qui est à la frontière de l'Allemagne, mais qui est aussi au point de rencontre de deux régions très différentes. On a d'un côté le plateau de Herve, qui est une région très très riche dès le XVIIe, XVIIIe siècle. On a d'un autre côté l'Ardenne liégeoise, qui elle est une région au contraire très pauvre et qui va rester très traditionnelle, pour ne pas dire arriérée, jusque loin dans le XIXe siècle. Alors ça forme naturellement des personnalités, des cultures qui sont très différentes, et il se fait que ma grand-mère maternelle est originaire du plateau de Herve et d'une région qui est plutôt germanophone, tandis que mes autres grands-parents sont originaires de l'Ardenne, de l'Ardenne profonde, et ça leur donne effectivement un caractère particulièrement bien trempé. Mes parents étaient tous les deux d'abord des employés, puis mon père est devenu fonctionnaire. Ma mère née en 1914, mon père en 1915. Donc ils ont travaillé tous les deux très tôt sans faire d'études. Mon père travaillait à 14 ans, ma mère à 16, ce qui était quand même très indicatif en termes de niveau social. Et dans ce contexte, mon père a toujours regretté de ne pas avoir pu faire d'études. Mais dans sa famille, il y avait 6 garçons et une fille. Mon grand-père était extrêmement persévérant et il voulait une fille. Ça n'a pas nécessairement été une bonne chose pour ma grand-mère. Et seul le fils aîné, qui n'en avait rien à faire, avait le droit de faire des études. Donc mon père a toujours regretté de ne pas pouvoir formaliser un certain nombre d'apprentissages, et il a donc vraiment insisté pour que mon frère et moi, nous fassions des études aussi loin que possible. C'est la raison pour laquelle, quand j'avais 5 ans, nous avons déménagé de ce petit village, Welkenrath, vers la grande ville de Liège pour avoir une offre d'enseignement qui était sensiblement meilleure que ce qu'on pouvait obtenir dans l'est de la Belgique. En arrivant à Liège, mes parents nous ont toujours, mon frère et moi, placés dans l'enseignement public, parce qu'ils estimaient qu'étant fonctionnaires ou employés d'une agence publique, ils devaient garder la neutralité de l'enseignement. Si bien qu'après des études primaires à l'école communale, j'ai fait mes humanités à l'Athénée de Liège, l'Athénée de Liège 1, grand Athénée libéral, excellente école. Mon père avait quand même hésité entre cette école et le collège des Jésuites. Là, il y avait vraiment 2 orientations, mais finalement, c'est quand même ce souci de neutralité qui l'a emporté. Et je ne peux pas dire que j'ai été vraiment très heureux pendant ces 6 années d'humanité. C'était finalement un milieu extrêmement rude. Les surveillants éducateurs, comme on les appelait à l'époque, ne traversaient la grande cour de récréation qu'avec un certain nombre de précautions. Et on engageait d'ailleurs pour cette fonction des personnages qui étaient soit sportifs, soit
construits comme des boxeurs. Donc c'était évidemment un enseignement qui n'était pas mixte à l'époque. Donc il y avait là un millier d'adolescents relativement remuants. Les choses ont commencé à changer à partir des 2 dernières années de ces humanités, ce qu'on appelait à l'époque la poésie et la rhétorique, tout simplement parce que j'ai eu la chance d'avoir 2 professeurs tout à fait, à mon sens, exceptionnels. L'un était professeur de latin et de grec, donc nous l'avions pendant 10 heures par semaine. L'autre était professeur d'histoire et savait littéralement passionner ses étudiants. Alors, je n'étais pas trop à l'aise en société et par le fait même, je dirais que lire était une de mes grandes occupations, encouragé d'ailleurs de ce point de vue par mon père qui adorait lire aussi et qui lisait pratiquement tout ce qui lui tombait sous la main. Et j'étais également dans la famille poussé à m'intéresser à toute une série de sujets. Alors, parfois ce sont des choses inattendues. Nous étions abonnés aux 2 magazines pour enfants, Spirou et Tintin, qui arrivaient toutes les semaines à la maison. Et dans le Spirou de l'époque, il y avait souvent 4 pages de bande dessinée intitulées « Les belles histoires de l'oncle Paul ». Et ces belles histoires, c'était naturellement de l'histoire, mais présentée d'une manière qui était extrêmement accessible, sans être pour autant erronée. C'est là que j'ai entendu parler de Dollard des Ormeaux, de Surcouf, enfin bref, toute une série de personnages qui rendaient cette étude du passé vraiment passionnante. Puis, autre élément familial, mon père recevait très régulièrement, mais j'ignore vraiment par quel canal, une série de publications de la République populaire de Chine. Et c'était des revues mensuelles, grand format, illustrées de magnifiques photos en couleur. C'était littéralement passionnant. Donc c'est là que j'ai pour la première fois entendu parler des communes populaires, du grand bond en avant, etc., etc. Donc ça a joué certainement un rôle très important. Troisième chose, même s'il n'y avait pas énormément de livres à la maison, ma mère avait une petite bibliothèque comme on pouvait en trouver dans les familles petites bourgeoises pour les jeunes filles qui avaient quand même été 1 ou 2 années au pensionnat. Et dans cette bibliothèque, j'ai trouvé un certain nombre de livres publiés dans l'entre-deux-guerres qui m'ont vraiment intéressé et sur lesquels je suis revenu bien plus tard lorsque j'étudiais soit la famille bourgeoise, soit la création d'images de l'Orient en Occident. Par exemple, Francis de Croisset, c'est à ce moment-là que je l'ai lu. J'ai travaillé sur lui une 40aine d'années plus tard. Mais cette base m'a vraiment aidé, vraiment intéressé et orienté. Alors, ce qui m'a aussi orienté à cette époque et ce pourquoi j'y insiste, c'est au fond le fait que mes grands-parents maternels ont vécu avec nous pratiquement pendant toute cette période. Et sans m'en rendre vraiment compte, je me suis interrogé sur les fonctionnements familiaux et sur l'évolution de ces fonctionnements familiaux. La maison que mes parents avaient achetée à Liège avait pu être achetée grâce à un apport de mon grand-père maternel. Donc, évidemment, il allait déménager de son village pour venir s'installer avec nous. S'y ajoutait une grand-tante maternelle, la
sœur de ma grand-mère, veuve, sans guère de revenus, et qui venait là être hébergée et apporter son aide. Alors, il y avait 3 personnes âgées, nées au XIXe siècle. Mes parents travaillaient. Donc, l'éducation que j'ai reçue était aussi un peu une éducation du XIXe siècle, à de multiples points de vue. Et donc, là, c'est quelque chose qui a naturellement joué aussi un rôle important sur les interrogations que j'ai portées par la suite sur le passé. C'est peut-être un des éléments qui a fait que je m'intéresse au XVIIIe et au XIXe siècle, parce que dans ces sources familiales, j'avais vraiment l'image d'une évolution importante. Mon arrière-grand-père maternel était secrétaire communal de son village, mais il était aussi d'une famille d'agriculteurs. Et toutes ses filles, il y avait beaucoup de filles, avaient épousé des agriculteurs, sauf ma grand-mère qui avait épousé un fonctionnaire, et c'était quelque chose qui n'était franchement pas apprécié. Hein, l'aristocratie locale dans le pays de Herve, c'était les paysans. Donc c'était évidemment là aussi quelque chose qui me plongeait dans un certain nombre de questions qui rebondissaient avec la branche paternelle de ma famille, parce que mon grand-père et mon arrière-grand-père travaillaient au chemin de fer. C'est-à-dire qu'ils faisaient partie de ces Ardennais dont j'ai découvert que beaucoup avaient émigré vers la ville, s'étaient engagés dans des secteurs qui étaient en fait des secteurs de modernisation intense au XIXe siècle. Mon grand-père était ce qu'on appelle un aristocrate du rail, c'est-à-dire qu'il était machiniste, il conduisait sa locomotive à vapeur. Mon arrière-grand-père l'était déjà, ce qui était quand même très, très tôt d'une certaine façon, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et par cette médiation, c'était finalement tout un processus de modernisation que je pouvais saisir, sur lequel je suis revenu un peu plus tard. Alors, dans ce contexte-là, je me suis d'abord passionné pour l'histoire, sans me rendre compte de ce que ça signifiait. Et puis, je me suis passionné pour l'Extrême-Orient, et particulièrement pour la Chine. Alors, je me suis passionné suffisamment pour l'Extrême-Orient et pour la Chine pour être un compagnon de route relativement distancié, mais bien réel, des maoïstes de l'époque, et pour avoir diffusé à 16 ans de manière très convaincue le petit livre rouge de Mao Tse-tung. Il a fallu que je lise dans les années 70 un certain nombre d'écrits de Simon Leys, Pierre Ryckmans, pour que je me rende compte que finalement c'était peut-être pas aussi passionnant que je l'imaginais, et que même si l'objectif était de rendre à la Chine une certaine grandeur, le prix à payer était singulièrement élevé. Mais à la fin des années 60, en 1967, j'étais bien décidé à devenir orientaliste, sans savoir le moins du monde ce que pouvait être un orientaliste. J'avais écrit à l'époque à Monseigneur Étienne Lamotte, qui était un spécialiste du bouddhisme, un sanskritiste de très très haut niveau, pour lui demander quels étaient les débouchés pour une fonction d'orientaliste. Il m'avait donné très gentiment un certain nombre d'indications dans une lettre manuscrite magnifique, mais que j'ai malheureusement perdue dans un déménagement vraisemblablement. Et donc, c'est la raison pour laquelle, après 12 années passées dans l'enseignement public, bien, je suis arrivé à l'université catholique de Louvain, alors que tout me destinait à faire
100 mètres au sortir de l'Athénée pour arriver à l'université de Liège. Et mes parents, en fait, ont accepté sans problème, avec quand même un certain nombre de, non pas de réticence, mais de précautions. Par exemple, la première année, je faisais la navette entre Liège et Leuven pour suivre mes cours. Et ça ne posait guère de problème parce que le système de bus fonctionnait bien, le système de train fonctionnait bien. Je pouvais sans aucun problème lire et étudier dans le train. Je ne suis pas sûr que ce soit encore tout à fait possible à l'heure actuelle. Et donc cette année, c'est très bien passé, si ce n'est qu'il y a eu un petit contretemps. En fait, l'Institut orientaliste n'acceptait l'inscription d'un étudiant que s'il avait déjà des candidatures, c'est-à-dire 2 années d'études en philosophie et lettres, quelle que soit l'orientation. Je me suis donc inscrit en histoire, qui était une des orientations de la philosophie et lettres, et je me suis rendu compte que la plupart des orientalistes s'inscrivaient plutôt en classique. Et il y avait à cela, donc études du latin et du grec, il y avait à cela une raison très simple, c'est que l'orientation de l'Institut orientaliste, si je puis dire, était vraiment une orientation philologique et linguistique. On étudiait les textes. Et l'histoire qui m'intéressait quand même, et par laquelle j'espérais comprendre un peu mieux, démonter un certain nombre de stéréotypes de cet Orient, bien, l'histoire était vraiment la parente pauvre de cet institut orientaliste. Et ça n'a pas changé. Alors, en 2e année, la première année, c'est plutôt bien passé. Tout au long de l'année, j'ai prévenu mes parents qu'il était absolument normal pour une première année à l'université d'échouer. Donc, ne m'en veuillez pas trop si j'échoue, etc. Bon, finalement, j'ai quand même terminé cette première année en première session avec une grande distinction. Donc, je me sentais un peu ridicule vis-à-vis de mes parents. La 2e année a été, elle, beaucoup plus difficile. Elle a été beaucoup plus difficile parce que j'avais la pression de ce résultat en première année. Il fallait au moins que je fasse la même chose en 2e année. Mais elle était difficile aussi parce que je suivais parallèlement à cette 2e candidature les cours de la première année de l'Institut orientaliste. Et là, c'était essentiellement du sanskrit, de l'histoire de la Chine, enfin bref, avec des professeurs dont le sens pédagogique n'était pas la première des qualités. C'est là que j'ai suivi ma première année de cours de chinois, la première et la seule année de cours de chinois, parce que à la fin de ma 2e candidature, bien, d'une part, je me suis fiancé, ce qui a occupé une partie de mon temps. D'autre part, un des professeurs du département d'histoire à l'époque m'a proposé de faire un mémoire avec lui. Et il se fait que ce professeur, Joseph Ruet, était originaire de la même région que moi. Nous avions toute une série de points communs. Il était bibliothécaire en chef de l'université. Et du coup, la question de l'orientalisme est un peu passée au second plan. Et je me suis plongé dans ce qui, à l'époque, pour ma mémoire de licence, l'équivalent du master, concernait les structures agraires de 3 communes. Alors là, j'étais directement plongé dans une matière que, même familialement, je connaissais relativement. Avec un de mes grands-pères, j'avais souvent sillonné le pays de Herve à vélo. Et donc ces paysages m'intéressaient. C'était, à l'époque encore, dans les années 50, des paysages très traditionnel, avec un pays de bocage d'une certaine façon, avec de l'élevage bovin, essentiellement
laitier avec des arbres fruitiers, mais des hautes tiges, avec des haies qui délimitaient clairement les parcelles. Donc c'était un pays très, très séduisant, avec des bâtisses datant souvent du XVIIe siècle, avec aussi des traces de la modernisation assez frappantes. Par exemple, le viaduc de Moresnet, un village où avaient habité mes grands-parents et mes arrière-grands-parents maternels, qui avait entraîné la destruction de la ferme de mon arrière-grand-père, parce que, il fallait des remblais, il fallait toute une série de préparations pour ce viaduc qui reliait Liège à l'Allemagne. Donc c'était vraiment l'image de la modernisation, et se sont posées toute une série de questions à ce moment-là sur les dynamiques à l'œuvre dans cette société rurale. Alors, ces années de licence, le master, se sont bien passées. Disons que la première licence, il y avait 4 années en tout, 2 années de candidature, 2 années de licence. La première licence s'est terminée par une plus grande distinction. Elle s'est terminée aussi par un événement qui a eu son poids, puisque à la fin de cette première licence, ma fiancée et moi, nous nous sommes mariés étant encore étudiants. 51 ans plus tard, nous vivons toujours ensemble, donc ça vaut peut-être la peine de le souligner, parce que naturellement, ça va entraîner de nouveaux questionnements. Mon épouse et moi sommes originaires de 2 coins très différents de la Belgique, avec des cultures familiales très très différentes. Et donc, les questions en termes de famille étaient tout aussi importantes, et elles étaient d'autant plus importantes que dans les travaux que j'avais commencés pour mon mémoire, je rencontrais la famille comme un acteur relativement important. Et donc, cette deuxième licence a été, elle aussi, relativement fructueuse, s'est terminée avec, là aussi, la plus grande distinction. Et la conséquence de cela, c'est que on m'a proposé un mandat du Fonds national de la recherche scientifique. À l'époque, il y avait un premier mandat de stagiaire qui était un mandat très peu rémunéré. Je pense que ça faisait à peu près l'équivalent de 500 € à l'heure actuelle par mois, ce qui n'était vraiment pas gras pour un couple. Et puis, après cela, j'ai présenté un projet à la commission du FNRS qui l'a retenu, et qui était un projet d'histoire globale, régionale, un peu sur le modèle des grandes thèses françaises. Donc là, j'ai entamé 4 années de mandat d'aspirant du FNRS, comme cela existe à l'heure actuelle. Et donc, c'était petit à petit l'entrée en thèse, mais là, c'est peut-être déjà une étape ultérieure.